Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Chers amis, bonjour. Qu'est-ce qui pousse certains à braver les frontières culturelles pour investir en Afrique ? Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial et fascinant pour l'avenir économique du continent africain. C'est le boom des marchés des services 3.0. Quels sont les défis et les opportunités qui s'y présentent ? Comment réussir ces investissements dans les secteurs en pleine expansion ? Restez avec nous pour découvrir tout cela et bien plus encore. Maintenant, parlons du contexte. Alors, avec plus d'1 milliard d'individus, l'Afrique est un continent en pleine croissance démographique. Et le continent où tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il faut y mettre en fait un pied parce qu'il va y avoir une croissance économique phénoménale. Il y a là une jeunesse dynamique, il y a des matières premières, il y a aussi une adoption rapide des nouvelles technologies. Mais il est important de noter qu'on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Il y a des obstacles. Des obstacles en fait pour arriver en fait aux opportunités qui s'y trouvent. Maintenant, est-ce qu'il faut jeter l'éponge ? Non. On ne choisit pas sa famille de naissance ou tout simplement son passé. On ne choisit pas non plus nos racines, nos origines en fait. Cela nous poursuit. Même si aujourd'hui en fait, il y a une identité afrodescendante en fait qui est émergente. Donc au lieu de s'offusquer, de s'énerver à chaque question d'où venez-vous, répondez plutôt d'où vous avez investi vos billes ou vous allez investir vos billes. Les investisseurs franco-africains ont souvent envie de soutenir le développement en Afrique en diversifiant aussi leurs investissements. Pour commencer, définissons d'abord ce qu'on entend par les services 3.0. Il s'agit tout simplement de services qui intègrent les dernières technologies numériques. Alors, parlons de ce que vous savez, la blockchain, parlons de l'intelligence artificielle, parlons de l'Internet des objets, mais surtout de l'Internet tout court, qui vont permettre d'offrir des solutions innovantes et efficaces en Afrique. Il y a des pays qui sont à la pointe justement de ces technologies. Donc, pour en citer que quelques-uns, parlons du Kenya avec pratiquement 1 milliard de dollars investis, du Nigeria, parlons de l'Afrique du Sud, qui sont à la pointe en fait de ces révolutions technologiques. Maintenant, c'est un marché, comme je l'ai dit, il y a des défis qui font que c'est pas un marché qui est très accessible en fait. Donc les défis du marché des services en Afrique, il faut comprendre que le marché des services en Afrique fait face à des obstacles importants. Il y a des infrastructures qui ne sont pas suffisantes. Donc ça saute aux yeux quand on y va. On voit que pas assez de routes, pas assez d'aéroports, pas assez de quelque chose. Et forcément, il y a un coût élevé quand on veut mettre en place en fait une infrastructure. Il y a un gap entre la capitale ou les capitales et les régions en fait et les provinces. Donc ça, c'est déjà un point très important. Et les entreprises en fait de fintech, malgré ce contexte en fait, ont triplé. On passe d'un chiffre multiplié par 3 entre 2020 et 2024. Mais ces entreprises, ce sont des entreprises qui sont avant tout résilientes et qui vont chercher des capitaux. Maintenant, quels sont les secteurs dynamiques et prometteurs quand on veut investir en Afrique ? Il faut noter avant tout qu'il y a une demande croissante. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. Une fois, j'étais accompagné par un membre de ma famille en fait qui venait d'arriver en France et il m'a dit à sa descente d'aéroport, avec tous les services qu'il y a pour faciliter la vie des gens, il me dit mais pourquoi on n'a pas ça chez nous ? Pourquoi on n'a pas ça chez nous ? Pourquoi on n'a pas ça chez nous ? Je lui dis bêtement, parce que vous avez peut-être pas les moyens de les payer. Il me dit non, c'est pas un problème de moyens, on est en demande donc de solutions de facilité du quotidien, de services. Donc on a aujourd'hui en fait une demande croissante et on a aussi une
population qui est très appétente sur les nouvelles technologies. Donc, en fait, un marché qui commence à être mature. Il faut noter que l'Afrique, en fait, a une tradition, depuis qu'il y a Internet, des cybercafés. Avec aujourd'hui, en fait, les coupures d'électricité, plus personne ne fréquente vraiment les cybercafés, mais les gens sont toujours connectés avec des smartphones solaires, avec des batteries solaires en permanence. En fait, c'est que les gens, même s'ils n'ont pas d'électricité, ils ont Internet dans leur téléphone. Donc, déjà, il y a une adaptation, en fait, des Africains, une certaine résilience avec l'arrivée des smartphones et de l'Internet mobile. Et les opportunités aujourd'hui sont nombreuses, en fait, dans le secteur, en fait, des services. Tout simplement, on a parlé des applications de paiement mobile. Il y a une application qui est très connue, en fait, aujourd'hui, c'est le M-Pesa, qui est très répandu, en fait, en Afrique de l'Est. On a Orange Money qui cartonne en Afrique, et parce qu'il y a un besoin aujourd'hui, en fait, en Afrique, que les gens puissent installer des applications de paiement mobile, puisqu'on a une inclusion financière qui est très basse, en fait. Il y a moins de 20% de la population africaine qui est bancarisée. Donc, les services financiers représentent, en fait, une opportunité importante, en fait. Si quelqu'un vient avec une application dans ce domaine, forcément, il va faire fortune. Le deuxième point, ou le deuxième secteur que j'ai envie de parler ici, c'est la santé. Qui ne s'est pas retrouvé en Afrique avec un problème de santé en se disant, si je pouvais localiser facilement un laboratoire d'analyse, si je peux localiser facilement un praticien, si je peux facilement localiser un service de santé, il n'est pas évident d'identifier tout de suite un praticien. Il faut commencer par demander à ses proches qui connaît qui ou qui peut recommander qui. Et l'un des grands aussi défis, en fait, de l'Afrique, c'est les transports. Quand on arrive à l'aéroport, à part que des proches viennent te chercher, mais faut-il se fier à ce taxi? Est-ce que c'est un vrai taxi ou c'est un taxi clandestin? Est-ce que c'est un vrai service de transport? Donc, il est difficile de faire confiance, en fait, au service sur place parce qu'on n'a pas la possibilité de savoir à qui on a affaire. Et ça se voit et on le constate, en fait, une fois qu'on est en ville, qu'il y a, par exemple, trop de pénuries. S'il y a trop de pénuries, c'est tout simplement qu'il y a une défaillance, en fait, dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, en fait, dans la partie logistique. Et ce qui saute aux yeux, en fait, quand on va en Afrique, c'est le dynamisme du commerce. Il y a tout le temps des commerces. Partout, il y a des commerces. Même dans le plus petit village reculé, il y a des commerces. Et ces commerces, aujourd'hui, en fait, commencent à se digitaliser, commencent à passer en fait, au mobile commerce. Mais, en fait, c'est pas au mobile commerce au sens où tout est vendu sur des applications, mais ces commerçants, localement, en fait, ils réussissent, en fait, à vendre à travers des réseaux sociaux, à travers TikTok, par exemple, en fait, à vendre à travers TikTok, à vendre en ligne. En fait, on a une boutique qui est connectée en permanence, en fait, qui fait des promotions ou qui fait même des lives, en fait, pour le faire. Et ça, on le voit même dans la diaspora africaine, en fait, en France. Des gens qui ont des business, qui ont des commerces, en fait, et qui sont constamment connectés sur TikTok ou sur les réseaux sociaux pour en faire à la fois de l'influence, mais aussi de la vente. Donc, ces secteurs restent, en fait, des secteurs où il y a besoin, en fait, d'avoir des services, en fait, adaptés aux réalités africaines aujourd'hui, en fait, avec un taux de pénétration important au niveau des mobiles. Donc, les gens, ils ont besoin, à travers leur smartphone, en fait, d'accéder à un certain nombre de services. Je n'oublie pas non plus, un des secteurs le plus important, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des services liés, en fait, au secteur agricole. Je serais très ravi d'identifier, moi, une fois que je serai, en fait, en vacances aux Comores, d'identifier un maraîcher, d'identifier des gens qui proposent, en fait, des produits agricoles que je puisse, à partir de mon téléphone, rentrer en contact, commander ou même visualiser ce qu'ils font. Je le vois déjà à travers quelques entrepreneurs agricoles qui publient, qui font de l'influence, en fait, sur Internet. Ça, on le voit déjà. Donc, en fait, on le voit déjà. Parlons-en aussi pour ceux qui se sont installés en Afrique, l'opportunité d'investir dans les services à la personne. Qui n'a pas souhaité
à cause des difficultés locales, de trouver une personne, que ce soit pour du ménage, que ce soit pour du repassage, que ce soit pour une aide en fait ou un accompagnement au quotidien dans les déplacements. Mais on voit qui, en fait, même les structures, même les agences, on a du mal en fait à savoir qui est qui. Donc, d'où l'importance aujourd'hui que la clé d'entrée ou la porte d'entrée reste le smartphone. Mais comment je fais avec un smartphone pour accéder à ces choses-là? Et on ne peut pas constamment aller chercher des informations sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on puisse avoir, et puis il faut que localement, on puisse savoir comment je peux accéder en fait à des services locaux. Maintenant qu'on a parlé de ces secteurs où on peut aller proposer des services 3.0, comment on peut réussir ces investissements en Afrique? Ce qui est important, c'est que bien que l'Afrique reste un terrain ou un terrain vierge, il faut que tout business en fait soit adapté et aussi que tout business en fait s'inscrit dans une logique en fait de résilience. On va commencer par le BABA. Pour réussir en fait ces investissements, voici quelques conseils clés. Il faut ne pas imaginer que l'Afrique en fait c'est un pays. L'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique c'est plus de 50 pays. Donc il faut se concentrer sur une zone géographique et même un pays, et même dans le pays, cibler vraiment toute une partie ou toute une région pour effectuer des recherches approfondies et comprendre les spécificités du marché local et les besoins des consommateurs. L'Africain, c'est pas un seul un seul persona en fait. L'Africain, ça n'existe pas. Il y a aujourd'hui 1 milliard d'Africains. Il y a 50 États. Donc forcément, au sein même d'un État, on n'a pas du nord au sud les mêmes besoins, ou quand on soit en zone urbaine ou pas, on n'a pas les mêmes besoins. Et, très important, on ne peut pas débarquer en étant afrodescendant en se disant, bon voilà, je vais me lancer uniquement tout seul. Ça, c'est hyper risqué. Donc, il faut réussir à tisser des liens avec des partenaires locaux. Il faut collaborer avec des entreprises, en fait, qui sont là depuis longtemps, aussi bancales que vous les trouviez, pour justement vous aider à comprendre les défis culturels et les défis réglementaires. Il y a des choses qui tiennent, en fait. Il y a des choses qui marchent, aussi bancales que soit, mais peut-être elles marchent parce que elles ont adopté cette posture-là. Ça, il ne faut pas venir en donnant de leçons en disant, bon voilà, j'y vais, je vais tout révolutionner. Et en Afrique, en fait, quand on n'investit pas uniquement pour son business. En fait, il faut aussi investir dans les infrastructures. Donc, quand on a envie de créer ou d'investir dans un secteur, souvent, il faut arriver à combler en fait des lacunes qui sont liées par exemple à des infrastructures. Quand vous allez lancer une entreprise en Afrique, il faut que vous soyez un petit peu autonome en énergie. Donc, il vous faut des gros panneaux solaires pour éviter les coupures. Donc, vous n'êtes pas énergéticien, mais vous devez avoir maîtrisé l'approvisionnement énergétique. Si vous avez besoin d'acheminer des matières premières, il faut votre parc logistique. Ça, c'est très important. Il faut aussi des solutions de télécommunication robustes. Il faut aussi des systèmes de paiement robustes. En fait, vous ne pouvez pas juste vous dire, moi, je sais faire que des crêpes, le reste, c'est d'autres personnes qui vont le faire. Non, il faut soit des partenariats, soit intégrer tous les services, en fait, que vous avez besoin pour démarrer votre activité. Maintenant, le temps africain n'est pas le temps à Singapour, n'est pas le temps à New York. Donc, il y a une lenteur administrative importante, il y a une bureaucratie, il y a des délais, il y a des enjeux politiques ou même humains qui font que on ne peut pas se dire j'y vais pour 1 mois, j'ai tout réglé. Ça, c'est vraiment un point à prendre en compte. Maintenant, le marché africain, c'est un marché du sur-mesure. Les gens, ils adorent acheter en détail. Ils adorent venir négocier. C'est culturel, c'est pas pour d'autres considérations. Donc,
Il faut réussir à avoir une certaine flexibilité quand on fait du business en Afrique, parce qu'on peut avoir un fournisseur ou même un grand client qui va vous dire, bon voilà, moi je le veux que comme ça, parce qu'il n'y a que comme ça que je peux le vendre, il n'y a que comme ça que je peux l'acheter. Il faut arriver à trouver une réponse sur le sur-mesure à outrance. Maintenant, quand on investit en Afrique, il faut être, je dirais, agile, flexible et ne pas être à cheval sur la ponctualité parce que c'est important. En Afrique, bien que les gens ils se démontrent, ça c'est très important, mais culturellement, les gens vont plutôt fonctionner sur des plages horaires assez élargies parce que pour relier un point à un point B, il peut y avoir énormément de bouchons, il peut y avoir énormément de problèmes. Donc, si on donne à quelqu'un un rendez-vous à 9h, ne soyez pas étonné que la personne arrive à 10h. Alors, parfois, c'est exagéré, je l'entends bien, mais faut pas se flinguer les neurones à cause de ça. Donc ça, c'est vraiment un point très, très, très important. Maintenant que je vous ai parlé de tout ça, est-ce que je suis légitime pour évoquer tous ces sujets-là avec vous? Je vais vous parler surtout des leçons principales que j'ai retenues en tant qu'investisseur en Afrique. Il faut savoir que tout investissement comporte une part de risque. Et dans mon parcours personnel, j'ai eu quelques échecs qui mériteraient en fait d'être évoqués ici. Tout simplement, au début des années, ou plutôt au milieu des années 2000, j'ai eu envie d'investir en tant qu'afro-descendant en Afrique. Et tout simplement, avec mes partenaires, nous avions identifié un secteur qui permettrait donc d'apporter une réponse. En fait, c'était le secteur de l'impression des photos. J'ai mis de l'argent dans le capital d'une entreprise. Donc, il y a un gérant qui est dépêché de la France en fait pour aller aux Comores pour ouvrir cette entreprise. Ce fut en fait avec les défis, avec de nombreux obstacles en fait, un échec tout simplement parce que moi j'avais une vision d'une entreprise en étant ici. Lui, il avait une vision d'entreprise en étant ici. On partageait une vision commune, mais une fois qu'il est sur place, il s'est confronté en fait à une certaine réalité. Et pourtant, on était juste là pour proposer un service en fait d'impression de photos. Mais ce fut en fait un échec local parce que nous, on avait vu en fait une opportunité des marchés en pleine croissance, mais on avait oublié en fait que deux choses. Le besoin, c'était un besoin qui était saisonnier. Et de deux, on ne peut pas être ici et réussir en fait une entreprise localement. Ça, c'est la première leçon que j'avais envie de partager avec vous. Maintenant, quand on est ici, on pense que localement, les gens, ils n'ont pas trouvé cette idée-là. Les gens ne sont pas assez intelligents. Les gens ne sont pas assez ambitieux, alertes. Donc, on minimise en fait la culture locale. On minimise les tabous, les interdits. Sachez que investir en Afrique, en fait, c'est investir le terrain culturellement, le terrain sur les préjugés, investir tout, en fait, épouser vraiment cette terre, en fait, africaine. On peut pas juste se dire, voilà, je vais investir en Afrique. En fait, pour moi, c'est pas juste un transfert de capitaux. Il faut vraiment être là, sur place, participer, contribuer, en fait, localement à la vie, à la culture, être des leurs, ne pas être un expatrié. Ça, c'est archi important. Donc, et il faut s'habituer à une chose, en fait, que moi, je n'avais pas vu dans mon parcours, c'est le changement des règles permanent. En fait, les règles ne sont pas fixes en Afrique. Le bourgmestre, le maire ou le préfet ou localement, tout peut changer de jour au lendemain. Et ça, il faut être en mesure, donc en fait, de s'y adapter, en fait, de s'adapter à tout cela. Donc, pour revenir un petit peu en fait sur le boom des services 3.0, il est clair que
dans chaque pays d'Afrique, les locaux, les citoyens de ce pays aspirent à des services, aspirent à avoir leur Doctolib, aspirent à avoir leur Airbnb local, aspirent à avoir beaucoup de choses en fait qui peuvent se faire localement. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir, à travers un smartphone, arriver à proposer en fait des services en fait. Parce que c'est une population qui est hyper connectée, une population qui préfère en fait aller chercher en fait des informations, aller acheter via des applications, et c'est pas une population équipée de cartes bleues. Donc il faut arriver à intégrer des solutions de paiement locales, des solutions de paiement mobile, des solutions qui sont prises localement pour pouvoir faire du social et du m-commerce. Ça, c'est un point important. Et aujourd'hui, il ne faut pas parler d'investissement en Afrique, mais il faut plutôt parler d'investissement à un pays donné, le pays que vous connaissez, le pays dont vous êtes à même de maîtriser les enjeux, maîtriser les règles, maîtriser les cultures, maîtriser tout. Donc on ne peut pas se dire je vais investir en Afrique, non. J'investis dans le nord du Sénégal, j'investis à Dakar, j'investis à Moroni, j'investis au Cap, j'investis à Johannesburg. Et tout ce qui nous facilite la vie ici peut être décliné avec des concepts adaptés localement pour servir en fait au marché africain. On le voit que les enfants, les afro-descendants d'Europe, quand ils reviennent en fait, ils mettent quelques temps, mais ils arrivent tout de même à offrir des services en fait, à marier justement, à faire du mix entre des services en fait à l'occidental avec des réalités, des adaptations locales. Donc c'est un marché des services 3.0 aujourd'hui qui offre des opportunités incroyables pour les investisseurs avisés. Il faut être résilient, surmonter des défis avant de pouvoir profiter du fruit de ces investissements. Et il y a un marché énorme en fait. Donc que ce soit d'un point de vue linguistique, d'un point de vue culturel. Donc c'est vraiment the place to be, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on a des gros laboratoires, des gros centres de recherche, des majors, des GAFAM en fait qui s'installent en Afrique. Voilà, merci de nous avoir écoutés et continuez toujours en fait dans un prochain épisode qui sera dédié justement aux investissements, je dirais franco-africains. Et à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.